Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anne-Sophie Adsif. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Chef économiste du cabinet d'audit BDO France et professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian. Bonjour. Économiste et auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. Je pense qu'on va beaucoup en parler ce matin. Et Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic. Bonjour Raphaël. Directeur délégué de la rédaction de La Tribune. Bon, le premier sujet, c'est évidemment la faillite retentissante de Brandt, dernier fabricant d'électroménager en France. Ça sonne comme un symbole, évidemment. Est-ce qu'il fallait laisser mourir Brandt, Christian Saint-Etienne ? C'est une question qui est plus compliquée qu'il n'y paraît, parce qu'effectivement, l'entreprise était devenue marginale dans son marché. Néanmoins, elle jouait un rôle très important dans l'Orléanais, donc 700 emplois. À Orléans et dans toute la région centre, oui. Il y a un émoi parfaitement compréhensible. Alors, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que l'actionnaire a joué son rôle ? Paradoxalement, d'après notamment les éléments du jugement du tribunal qui a prononcé la faillite, l'actionnaire aurait apporté plus de 400 millions d'euros. 420 millions. 420 millions dans les dernières années. Donc, pour une fois, on ne peut pas dire que l'actionnaire n'a pas fait son travail. Mais il y avait vraisemblablement un problème de taille critique. Donc, les erreurs qui amènent à la faillite d'aujourd'hui, elles ont vraisemblablement été mises en œuvre il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans. Ça fait des années que Brandt était en perte. Voilà, et donc la question c'est est-ce que des débris de Brandt, on peut faire renaître quelque chose qui serait compétitif ? Parce que la marque est forte. Et la marque est forte, effectivement. C'est très connu. Anne-Sophie, même question, est-ce qu'il fallait laisser fermer Brandt ? Alors moi, il n'y avait pas de repreneur. Il faut reprendre un peu les données du dossier. Quand on voit l'historique, mais moi c'est vrai que je suis une économiste de la prospective, et ce que je trouve absolument catastrophique, c'est qu'on savait depuis 20 ans, notamment depuis que la Chine est rentrée à l'Organisation mondiale du commerce, qu'on allait avoir, surtout sur ce type de secteur non stratégique, très concurrentiel, où le coût de la main-d'œuvre et le lieu de fabrication jouent énormément, qu'on allait avoir une compétition excessivement importante. Et donc, pour moi, aujourd'hui, bien évidemment, tout le monde s'émeut, etc., des conséquences, mais ça montre encore le fait de ne pas avoir de plan à long terme industriel. Alors, bien évidemment, on ne peut pas prévoir, et ce n'est pas seulement cette entreprise-là, mais qu'à chaque fois, on découvre les choses en disant et en s'étonnant, alors qu'on est dans une situation de concurrence très, très, très agressive depuis plus de 20 ans, et que s'il n'y a pas une vision un petit peu stratégique, veut dire, est-ce que dans 20 ans, en France, on veut conserver des leaders dans tel ou tel secteur ? Après, ça se fait, ça ne fait pas, bien évidemment, il y a les aspects marchés. Eh bien, c'est très, très compliqué. Et on voit que les autres pays ont beaucoup plus cette vision, l'Italie, l'Allemagne, pour ne pas les citer, et nous, on n'a absolument aucune vision industrielle à long terme. Ouais. Donc, c'est ça le sujet de fond. Alors, bien évidemment, il y a des aspects d'actionnariat, des aspects qui sont propres à la boîte, et vous l'avez très bien dit, c'était une entreprise qui était très innovante sur la plaque à induction, et peut-être que les investissements ont été mal ciblés, mal centrés, mais vous l'avez dit, vous avez d'autres entreprises qui dans ce secteur résistent, notamment aussi en Allemagne, donc c'était tout à fait possible, mais il n'y a absolument aucune vision à long terme. Et surtout là où je voudrais vraiment reboucler, parce que c'est vrai que souvent on dit ces deux choses de côté, c'est ce qui se passe là, un lien direct avec le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui se passe pour ces 750 personnes ? Nous, on a travaillé donc sur ces aspects-là. Dès que vous avez un emploi industriel qui est détruit, c'est 3 emplois dans les services. Vous voyez la région, ça veut dire que vous allez avoir une région sinistrée économiquement, avec non pas une personne qui va se retrouver sans emploi, mais avec toute une famille, avec en effet peu de mobilité en raison des problèmes de l'immobilier, et avec des difficultés, parce que quand vous êtes dans l'industrie, vous avez un savoir technique très fort, mais c'est plus difficile de retourner dans d'autres secteurs. C'est souvent dans les services où vous avez moins de gains de productivité et donc des salaires qui sont plus faibles. Donc c'est ça la tragédie. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais interpeller, parce qu'on entend beaucoup le pouvoir d'achat à longueur de journée, et on laisse faire ce genre de choses. Ça, c'est de la destruction nette de pouvoir d'achat, le fait de ne pas avoir de vision et de politique industrielle à moyen et à long terme. Mais qui sont les responsables, Anne-Sophie ? Parce qu'on a vu tous les politiques, Bercy afficher sa tristesse, le maire d'Orléans, Serge Grouard, vitupéré devant les caméras en disant j'en ai marre de ce pays de cons. Oui, bon, ça c'est des choses très violentes, mais c'est les mêmes politiques. Les responsables, c'est la volonté, alors bien évidemment,
politique, mais on va dire, moi je pense de tous les responsables, d'avoir détruit des politiques de planification depuis 20 ans. C'est ça le sujet. Vous avez des commissariats au plan qui existent au Maroc, maintenant le Royaume-Uni les refait. Vous avez plein de pays qui reviennent sur une politique planifiée industrielle à moyen long terme, même les États-Unis sur les secteurs stratégiques. En France, il n'y a rien. Il faut aujourd'hui un commissariat au plan qui soit à partie. Il existe, vous voyez ce que je veux dire, et qui soit sur la planification industrielle sur le moyen long terme et qui soit apolitique. Christian. Non, mais je voulais simplement rappeler que en 2001, on a laissé entrer la Chine à l'OMC. On ne va pas revenir dessus, c'était étrangement lié à ce qui s'est passé le 11 septembre, puisque les Américains s'opposaient à l'entrée de la Chine depuis 15 ans avant 2001, mais ils se sont fait prendre par les discours de la Chine à ce moment-là. Mais la Chine, c'est le point clé, est entrée sans signer 2 protocoles décisifs. Le premier, c'est l'ouverture de ses marchés publics, et le deuxième, c'est l'interdiction des subventions. Or, la Chine, il faut savoir que la Chine est dirigée par les ingénieurs depuis le renouveau lancé par Deng Xiaoping. Et donc, les Chinois, eux, ils planifient, mais ils font que ça. Ils planifient comme des ingénieurs à moyen terme. Et à 50 ans. Par exemple, ils ont fait 60 à 70 000 kilomètres de voies de grande vitesse en quelques années. Donc, alors évidemment, ils le font avec ce qu'on pourrait appeler une violence environnementale. Ils tracent une ligne et puis ils ne s'intéressent pas à ce qu'il y a dessus. Nous, on va s'intéresser à tous les hannetons et tous les escargots qui sont sur la ligne. Mais néanmoins, sur l'industrie, on est d'accord sur le fait qu'on a un commissariat au plan, mais ce n'est pas le bon nom qu'il devrait avoir. C'est en fait un commissariat à l'évaluation des politiques, mais une planification stratégique, on l'a eu de 1945 à 1975. C'est d'ailleurs sous Mitterrand qu'on a abandonné l'idée de plan. Et il faudrait relancer une idée, un organe de planification stratégique dans lequel on ferait travailler à la fois les industriels, les logisticiens et un certain nombre de représentants de la puissance publique, parce qu'on aura besoin de l'appui des collectivités locales, on aura besoin de l'appui des régions, des départements, mais on peut faire ça relativement facilement. Et pour terminer, on va dire, mais on n'a pas d'argent. Il y a 600 milliards sur le livret A et le LDD. Il y a un moment, peut-être, on pourrait dire, on en met 100 milliards sur le redémarrage de notre industrie, sinon les incidents comme Brandt vont se multiplier. C'est la une. Très bien de réagir là-dessus, puisque ça existait, ça s'appelle Bureau d'information et des prévisions économiques, c'était là où je travaillais, donc c'était tout à fait possible, et en effet, l'État a décidé de le vendre. Oui. Ludovic, la une de la Tribune aujourd'hui, la désindustrialisation s'accélère. Brandt, c'est une marque parmi tant d'autres et on risque d'en voir pas mal des faillites dans les mois et les années à venir. À Anne-Sophie à l'instant, parce que c'est Brandt, évidemment, il y a tout l'aspect social, tout l'aspect magnifique portefeuille de marque, et c'est une réalité. Et ça, on peut pas s'en satisfaire et se dire, oh là là, oui, il y a une tristesse, mais au-delà de ça, ça exprime finalement ce qui est l'échec aujourd'hui de la réindustrialisation française, honnêtement, où il n'y a aucune vision, rien n'est porté. On a juste l'impression qu'à chaque fois qu'un site ouvre, c'est une victoire. Un site ferme, tant pis. Mais ça montre aussi les limites du jeu actuel. C'est-à-dire que la réindustrialisation, elle est intéressante et on peut la porter si elle permet à ce pays de préparer l'avenir, c'est-à-dire dans des domaines sur lesquels il y a des enjeux, il y a des ruptures technologiques à venir, il y a des avantages concurrentiels. Honnêtement, et c'est triste à dire, il y a des domaines sur lesquels aujourd'hui on peut investir des milliards, on restera malgré tout, vu de France, vu d'Europe, dans des vulnérabilités en termes de production, de coûts de production et de valeur ajoutée. Puis après, sur Brandt, au-delà de ça, au-delà des éventuels échecs et autres, il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier sur Brandt, c'est que Brandt est aussi pris par une affaire beaucoup plus grosse, qui est la faillite du marché de l'immobilier tout court, parce que l'électroménager vit au rythme de l'immobilier. Et si l'immobilier s'effondre, ce qui est le cas en France, où on va de la crise immobilière à la crise du logement gentiment, il n'y a plus de marché électroménager. On ne s'achète pas des machines à laver tous les matins pour se faire plaisir. Je ne vais pas vous offrir un frigo à Noël, Raphaël. Donc c'est un marché si vous en avez envie, pourquoi pas, Raphaël, il compte. C'est un marché de renouvellement les bonnes idées aux frais. Qui est lié aussi à l'état économique du pays.
Russie. Et ça, Brandt, quelle que soit la marque, Brandt aujourd'hui subit aussi un énorme problème qu'on vit en France collectivement. Bon, Christian, Anne-Sophie, pour réagir, 2 éléments, souvent de dire attention, il faut réindustrialiser, mais surtout sur certains secteurs stratégiques. Oui, en effet, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut aussi faire attention. Quand vous regardez l'Allemagne et l'Italie, pourquoi ce sont des pays puissants? Parce que comme ils ont 16 et 20% de leur PIB dans l'industrie, ils ont aussi en termes de boîtes, beaucoup de boîtes en volume, beaucoup de boîtes d'ETI qui peuvent travailler dans l'industrie. Et donc le grand problème d'avoir que quelques grands, on le voit avec Airbus, l'aéronautique, vous avez une grande entreprise et que des sous-traitants, c'est que ces sous-traitants sont complètement dépendants d'une entreprise. C'est ce qui se passe beaucoup en France. Et donc, il n'y a pas le volume pour dire très bien, tu me tues sur mes prix, je vais aller ailleurs. Ce qui est le cas en Italie et en Allemagne. Donc, c'est bien de dire sur les stratégiques, mais pas seulement. Si on veut se réindustrialiser, c'est aussi sur le milieu de gamme. Regardez en Allemagne, ils sont leaders, par exemple, sur la fabrication de brosses à dents. Ce n'est pas là où il y a beaucoup de valeur ajoutée. Et ils le sont. Donc, ils ont gardé plein de secteurs intermédiaires, ce qui permet d'avoir des entreprises de taille industrielle et donc, de fait, d'avoir du volume. Et donc, avec ça, je recoupe ce que vous dites sur le fameux fléchage de l'épargne, livret, etc., parce que nous, on travaille beaucoup là-dessus. Là aussi, il y a l'idée de financer des projets. Quand vous regardez, en effet, même la Caisse des dépôts ou des organismes comme ça qui veulent financer des projets, ils disent oui, on veut, mais on n'a pas le volume. Oui. Donc cet aspect volume et d'avoir ces ateliers industriels, il ne faut pas faire, à mon sens, avoir le bien en essayant, on n'est que sur le haut de gamme et dans 2-3 secteurs et c'est fini. C'est pas comme ça qu'on réindustrialise. Mais est-ce qu'on peut produire aujourd'hui du moyen de gamme avec l'Italie, l'Allemagne le fait, avec les coûts de production Tout à fait. en France? On a le même coût de production de l'Allemagne, quand vous regardez dans le secteur manufacturier, on est exactement au même niveau. Dans certains secteurs, on connaît l'aéronautique, la santé, on a autant d'ingénieurs qui sont de très bonne qualité. Il n'y a pas que les ingénieurs allemands et chinois. Donc absolument, on peut le faire et on l'a déjà fait. Le problème, c'est qu'il faut avoir la volonté politique et économique, ce qui est différent. Il y a 2 éléments, je pense, qui manquent. D'abord, cette planification stratégique. Effectivement, ça fait des années, j'ai beaucoup écrit là-dessus, on ne peut pas installer des usines s'il n'y a pas des terrains pour les accueillir. Disponible, oui, on a raté, par exemple, l'usine d'Elon Musk il y a quelques années qui est allée à Berlin parce qu'on n'était pas capable d'offrir un terrain suffisamment vite. Donc là, il y a eu des propositions, moi j'en ai fait beaucoup, qui étaient d'avoir une agence foncière nationale qui fasse travailler ensemble les agences foncières régionales qui existent déjà. L'idée, ça serait, nous avons actuellement entre 100 000 et 300 000 hectares de friches, selon les estimations. Si on veut rattraper le niveau d'industrie de la moyenne de la zone euro, qui est à 14,5, nous on est à 9,5, il faut retrouver 5 points. D'après notamment beaucoup de travaux, y compris par des commissions du Sénat, on estime qu'il faut à peu près 10 000 hectares par point, donc il faut 50 000 hectares. Le gouvernement, il y a 3 ans, a dit, oui, effectivement, je vais mener cette politique. Et oui, la Direction Générale des Entreprises à Bercy devait... Sauf qu'ils ont enclenché 2 000 hectares. Donc, et notamment, ça a servi sur Dunkerque et ailleurs, mais on ne s'est pas organisé pour les 50 000 hectares. Le deuxième point qu'évoquait Anne-Sophie, c'est pour ça que je suis pas. Il faut pas se suicider sur Orléans parce qu'il y a une industrie qui est pas négligeable dans la région centre. Notamment, il y a une filière cosmétiques de grande taille. Donc peut-être on pourra réutiliser un certain nombre des travailleurs qui vont être licenciés. Mais la force de l'Italie, ce sont ces districts. C'est-à-dire que quand effectivement une entreprise est en difficulté, il y a une collaboration avec les autres, il y a la capacité de changer de secteur. L'Italie, qui est en difficulté macroéconomique depuis 20 ans, était l'année dernière le 4e exportateur mondial. Mais il y a une grande différence... L'Italie du Nord. Voilà. Oui, mais il y a une grande différence entre l'Italie et la France, c'est que vous n'avez pas un discours anti-industriel et anti-riche en Italie. Donc la question fiscale est très importante. On vient de voter un PLFSS qui rajoute au poids de la dépense publique, et puis après on chiale parce que le coût du travail fait qu'on ferme les entreprises. Donc il y a un moment, il va falloir connecter les neurones et se dire qu'il faut une stratégie industrielle, mais il faut l'accompagner d'une stratégie fiscale, sociale et éducative. Bon, il faut parfois laisser les entreprises mourir. Il y en a d'autres qui naissent. Il y a des filières qui naissent aussi. Je voulais qu'on parle un peu de la filière des voitures électriques. On a inauguré la 3e Gigafactory près de Dunkerque. C'est Vercors. Ça avance. 2 ans de travaux. On y est. Il va y avoir des centaines d'emplois, plus de 500 emplois, 1200 à terme.
C'est un peu ça aussi la vie économique, hein. C'est la fameuse destruction créatrice de Schumpeter. Est-ce qu'on est en train, allez Ludovic, je me tourne vers vous, est-ce qu'on est en train de voir l'émergence d'une vraie filière électrique française pérenne, solide? Pérenne, je ne sais pas. Ça, l'avenir va le dire. En tout cas, il était temps. Ça, c'est certain. Et là, l'ouverture de Vercors, et c'est vrai que c'est un symbole. C'est-à-dire le jour où Brandt tire le rideau, il y a Vercors et ses 1200 emplois qui apparaissent et qui sortent de terre dans les Hauts-de-France. Pour autant, sur le dossier automobile, il y a plein de fragilités. C'est-à-dire que, évidemment, le marché automobile européen, après avoir ralenti et puis surtout après avoir vu la part des ventes de volume de véhicules électriques stagner, voire reculer. Là, et ouais. Maintenant, la grande menace... Une question de pouvoir d'achat, ça rejoint la question du pouvoir d'achat qu'on évoquait en début d'émission. La grande menace, elle est chinoise, c'est-à-dire que c'est un marché sur lequel, dans les années qui viennent, les Européens ne vont plus agir en Europe, sauf à ce qu'il y ait un accord, notamment sur la production locale, et c'est tout le débat du moment. Et on verra ce qui va en ressortir au niveau de Bruxelles. Avec l'Allemagne qui n'est toujours pas d'accord. Avec l'Allemagne qui n'est pas d'accord. Mais je rappelle, juste pour situer, Vercors, ACC, enfin les différentes gigafactories qui sont sortis de terre ces derniers mois sont un élément extrêmement important sur une technologie clé pour la décennie qui vient. C'est-à-dire que si on la maîtrise pas localement, c'est un gros problème. Mais je rappelle que ces technologies, elles viennent d'Asie aujourd'hui. C'est-à-dire que on se retrouve à faire du transfert technologique. C'est pas la technologie made in France. Attention pour autant, c'est que il y a à peu près 11 de mémoire, je crois que c'est 11 projets d'entreprises chinoises, d'usines chinoises automobiles qui arrivent en Europe dans les années qui viennent. Normalement, la Chine, d'ici 2028-2029, produira sur le vieux continent 1 million de voitures par an. C'est 1 million de voitures par an. La question clé étant... D'où viendront les composants? Parce que exactement. Si 60% des composants du million de voitures vient de la Chine, on n'aura pas beaucoup progressé. Les marges de manœuvre seront très faibles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas planter ce dossier, Anne-Sophie Alsif? Il faut avoir une politique protectionniste. Alors, je sais que ça peut être un gros mot qu'on n'aime pas en économie. On ne fait pas de gaieté de cœur, bien sûr. Mais là, ce qui est beaucoup plus intéressant, et c'est en effet ce qui se passe sur la Chine, si on reste sur l'aspect, il faut être compétitif, investir, etc., on peut, mais c'est juste que ça ne marchera pas puisqu'on a en face un concurrent. On peut mélanger protectionnisme et compétitivité. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est qu'on est beaucoup sur la compétitivité. On voit qu'on a des marges de manœuvre. Bon, voilà, les modèles sociaux qui sont faibles, et beaucoup moins sur l'aspect protectionnisme. Alors que de l'autre côté, la Chine, en termes de protectionnisme, est championne du monde. Maintenant, les États-Unis y sont. Et le protectionnisme, ça fait 15 ans que tous les pays s'y mettent d'une manière très fort. Alors, il faut qu'on développe peut-être cette idée de protectionnisme. Parce que quand on parle protectionnisme, on pense tout de suite barrière douanière. Ça peut être beaucoup plus subtil et intelligent que ça. Exactement, ça peut être du non-tarifaire. Depuis 15 ans, d'ailleurs, quand vous regardez tous les pays où le protectionnisme a explosé, c'est que du non-tarifaire. Donc, c'est voilà, tu ne respectes pas telle norme, tu n'as plus accès à notre marché. Et le but de l'Europe, c'était de le faire, notamment sur les aspects climat et environnementaux. Ce qui était, à mon sens, pour rester compétitif, une bonne idée au départ. Là, ce qui se passe, c'est que vous avez une Chine qui, depuis le Covid, est beaucoup plus agressive. Donc, l'idée, parce qu'ils ont des problèmes démographiques aussi qui sont importants et qu'eux planifient à 30 ans, donc voilà, il faut qu'ils gèrent ce problème de démographie à 30 ans. Qu'est-ce qui se passe depuis le Covid? C'est qu'on n'est plus que dans les secteurs stratégiques. Nous, on a vraiment regardé les chaînes de valeur point par point avec tout ce qui est étape de production à l'étranger, à l'extérieur. Et ce que vous voyez, c'est que sur le niveau de gamme, c'est-à-dire le commerce en valeur ajoutée, la part des intrants en valeur ajoutée n'a cessé d'augmenter, plus de 30% depuis le Covid. Et donc l'idée, c'est vraiment la part chinoise, on est bien d'accord. Exactement, la part chinoise. C'est d'avoir vraiment une position dominante, plus que sur quelques secteurs stratégiques. Le plan de l'OMC, c'était sur ce qui est stratégique, j'ai plus de 80% de part de marché à 2049. Ça, c'est fait. Là, le but maintenant, c'est on élargit sur le stratégique parce que je suis en surcapacité, j'écoule pas assez. Je ne vais pas aller encore en Asie parce qu'ils ont signé un traité qui s'appelle le RCEP avec tous les pays de la région, mais il n'y a pas assez de droits de douane. Donc ça, on y sera dans 15 ans. Nous, on a fait un peu nos estimations. Dans 15 ans, cette partie du monde sera totalement substituable à l'Europe. Donc ils pourront dire au revoir à l'Europe, ils iront là. Mais en attendant, dans 15 ans, ils ont encore un peu besoin de nous. Et donc il faut profiter de ça pour écouler leurs produits en leur disant très bien,
on protège nos marchés avec alors pas forcément de la subvention, mais en effet du non tarifaire, parce qu'ils subventionnent massivement leur économie. Voilà, c'est de 15 à 25% sur l'automobile. Bon, on le voit, hein, là, ils sont là, c'est fini. Donc, c'est la seule chance. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en compétitivité. Voilà, ils sont les rois du monde. Donc, on ne les rattrapera pas. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et ensuite, secteur par secteur, là, en effet, vous pouvez mettre des quotas. Vous pouvez mettre, c'est ce que fait les États-Unis, c'est ce qu'ont fait énormément de pays, parce que vous allez avoir une telle vigueur et une telle agressivité de la Chine à venir en Europe sur ces 15 prochaines années qui va être colossale et qui ne sera pas que dans quelques secteurs. Alors, le point clé, effectivement, c'est que la Chine ne poursuit pas seulement une stratégie de compétitivité, elle conduit une stratégie de domination. Donc, on le voit sur les terres rares. Elle veut devenir la première puissance économique mondiale en 2049 pour les 100 ans de la République de Chine. L'objectif est très clairement affiché. Et une domination, pas seulement économique, mais une domination au service d'une domination stratégique. Puisque à partir du moment où ils contrôlent les terres rares, ils disent si vous ne vous conduisez pas en gentil garçon, on vous supprime l'accès. Et ils vont faire la même chose pour les microprocesseurs, pour l'automobile, ainsi de suite. Donc, non seulement il faut une stratégie française, mais il faut une stratégie européenne sur ces sujets-là. Alors là, le point de bascule n'est peut-être pas si loin. Parce que jusqu'ici, et notamment au cours des 15 dernières années, l'Allemagne s'est opposée à toute stratégie permettant de limiter les importations chinoises en Europe. Notamment, on l'a dit ici de nombreuses fois, ils étaient dans leur fameux modèle Merkel qui était « j'importe du gaz russe pour vendre des bagnoles en Chine ». Si ce n'est que maintenant ça s'inverse, les voitures chinoises se vendent en Allemagne. Au premier semestre, c'est la première fois depuis 50 ans que la balance sur les exports-imports de voitures entre Chine et Allemagne est devenue négative. Donc les Allemands s'inquiètent fortement. Et la question, c'est à partir de quand les Allemands auront suffisamment peur pour dire... principal verrou en Europe aujourd'hui pour avancer. Il faut bien dire aujourd'hui que toute la politique, si je peux finir sur ce point, la politique industrielle en Europe est dirigée par les automobiles et constructeurs allemands, pour ne pas les citer Volkswagen et autres, et tous les scandales qu'on a eu depuis 20 ans, le fait de ne pas avoir d'Europe de la défense, le fait de justement être complètement dépendant du gaz russe, le fait de ne pas avoir fait l'Europe de l'énergie, tous ces éléments, c'est à chaque fois un blocage de cette industrie. Aujourd'hui, qu'est-ce que veut faire Volkswagen ? Ils veulent en effet délocaliser, aller pour la première fois, ils vont produire en Chine pour avoir des coûts plus bas et ensuite les réimporter en Europe au lieu de jouer la carte européenne. Et donc c'est là où l'enjeu clé. Et il faut regretter que notre président voyage dans le monde entier et n'utilise pas ce qui nous reste de puissance pour peser. C'est la question des composants, c'est-à-dire faire ce que font les Américains dans le cadre des accords commerciaux d'Amérique du Nord, c'est de dire dans les importations, on veut au moins 75% de composants produits effectivement aux États-Unis pour les Américains et produits en Europe pour nous, parce que effectivement, si on a 1 million de voitures produites en Europe de l'Est avec essentiellement des composants venant de Chine, on se fait baiser 2 fois, pour parler clairement. Donc il y a un moment, il faut anticiper. Là, on n'est même pas dans l'anticipation. Les usines sont en train de se construire. On sait qu'ils vont produire ces voitures avec des composants qui vont venir de Chine. Donc la question, c'est est-ce qu'on devait avoir des annonces de la Commission européenne il y a quelques jours? Elles ont été reportées au mois de janvier. Vous anticipez ma question. Juste sur un point. L'Allemagne n'est pas totalement, pour l'instant, opposée à cette idée de composants produits en Europe. Les pays les plus en pointe, c'est des petits pays d'Europe de l'Est, y compris les pays baltes, la Hongrie justement parce qu'elle va recevoir les usines, et donc c'est eux qui bloquent au niveau européen. Mais il y a un moment où l'intérêt national de la France, il doit compter aussi, et le gouvernement français est totalement absent. Oui, puis c'est l'intérêt européen aussi, mais on est au cœur des discussions en ce moment sur la scène européenne, Ludovic. Je pense qu'un jour on prendra le recul sur, ce désastre allemand qui est réel, cette influence qui est réelle, et
et sur lesquels, certes, l'Allemagne est en train d'évoluer, mais tout n'est pas encore joué. Preuve en est, c'est que la date sur l'automobile ne cesse d'être reportée, donc on voit bien que les Ça bouge chez les jeunes économistes allemands, mais la vieille garde est toujours en place. Je vais citer une anecdote juste pour comprendre à quel point ça a une influence lourde. On va dire en batterie, au niveau des batteries, il y a deux grandes technologies, la technologie nickel et la technologie lithium. Nickel, c'est une technologie qui est favorable aux voitures lourdes, haut de gamme, c'est-à-dire en gros les BMW voitures allemandes. Et Mercedes. Voilà. C'est là-dessus qu'aujourd'hui l'Europe a énormément parié sous pression des Allemands. Or, dans la réalité, le marché automobile de la voiture électrique se joue aujourd'hui sur les petits modèles pas chers, c'est-à-dire le lithium, le français, et les marques françaises se retrouvent handicapées avec certes aujourd'hui des gigafactories qui apparaissent sur le territoire, mais des gigafactories qui embarquent la mauvaise technologie et sous pression, sous la pression historique allemande. Donc voilà, donc il y a un déséquilibre aujourd'hui. L'entreprise Vercor, elle est avec la techno nickel. Nickel. Et ces choix-là sont des choix extrêmement engageants, structurants, qui structurent et qui orientent vraiment le marché et qui créent des appels d'air ou des impasses historiques. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est très fort à Bruxelles et sur lequel, j'allais dire, il va falloir que Bruxelles se réveille et sorte un petit peu du doux rêve dans lequel on est un peu paralysé depuis l'arrivée de Donald Trump. Il est temps de durcir un petit peu les positions, de sortir les crocs et de savoir défendre sur des aspects qui sont des aspects souverains, industriels, des technologies qui représentent des enjeux majeurs. Et puis on n'a même pas encore abordé tout ce qui est nouvelles technologies, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et autres, sur lequel on est en dépendance totale. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le marché européen, on est complètement plugué sur des ressources qui sont de l'autre côté des États-Unis et sur lequel l'Europe a perdu une grande partie de sa souveraineté sur des technologies clés pour la décennie qui vient. Nous sommes une colonie numérique américaine, point. Et on se vit encore comme une colonie militaire américaine, sauf qu'ils veulent plus se battre pour nous. Donc effectivement, soit on rebondit, mais il ne faut pas rebondir dans 10 ans. C'est maintenant que ça se joue. Là, dernier mot, Anne-Sophie. En Allemagne, même chez les constructeurs, là, ce qui est très très compliqué pour l'Allemagne, c'est qu'ils ne vendent plus. Donc là, si vous voulez, vous avez vraiment... c'est existentiel pour eux, leur modèle a complètement explosé. Etc. Vous voyez Porsche... Chaque crise est une opportunité, on peut se dire que peut-être c'est le moment effectivement de les mettre au pied du mur. De voitures électriques, même thermiques en Chine qui s'effondrent, donc là il y a vraiment un aspect volume juste qui est plus. Donc ça c'est quand même très compliqué, donc on voit quand même que beaucoup de constructeurs allemands bougent là-dessus, parce que là c'est juste factuel. Je rappelle, l'industrie automobile, tout emploi confondu, c'est 14 millions d'emplois en Europe. Donc là, quand on parle de pouvoir d'achat, 14 millions, c'est absolument colossal. On est normalement les leaders de l'automobile mondiale sur ces sujets-là depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, on l'était. C'est quelque chose qui est existentiel, presque. Là, on ne parle pas de 1000 ou 2000 personnes. 14 millions, il doit y avoir quoi, 60% chez les sous-traitants. Ah oui, c'est même plus, c'est 67%, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, c'est toute une... toute la filière, bien sûr. Donc, on voit que les Allemands, quand même, commencent à bouger. On a quand même ce fameux plan d'investissement 500 milliards, même si bien sûr c'est beaucoup sur la défense, etc. Mais défense automobile, ça matche bien, notamment en termes de compétences. Donc là, en effet, il faut y aller. Mais surtout, ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est que c'est fini pour la défense américaine, c'est fini pour la Chine, ce ne sont pas nos amis. Et même si en effet, il faut travailler avec eux, il n'y a pas de sujet pour ne pas travailler avec eux, ce que l'on ne veut pas, c'est qu'ils soient toujours en situation de position dominante. Je rappelle, une économie ouverte avec la libre concurrence, vous avez 10-20% de part de marché. Vous n'en avez pas 80-90. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous n'êtes plus dans un système concurrentiel. Donc c'est vraiment ce que fait faire la Chine. Et donc il faut en effet mettre en place ces mesures protectionnistes que font les États-Unis, que font encore tous les pays. Vous voyez, l'Amérique latine, l'Afrique, tous les pays se défendent, notamment sur cette industrie, en disant on fait du transfert de technologie et sinon on fait du non tarifaire pour que les voitures européennes restent attractives à l'achat. Parce que là, on a en effet des coûts 20-25 moins chers avec un niveau de technologie. Bon, même vous voyez Tesla et BYD, très largement devant, évidemment. Allez, il est 10h31 sur BFM Business. Ces débats sont absolument passionnants.